Bonjour à tous. Aujourd'hui, du coup, on va voir comment optimiser le référencement naturel de votre site web et plus particulièrement des sites qui sont sous WordPress. On ne prétend pas connaître, absolument tous les plugins, qui existent pour WordPress. L'idée est simplement de vous aiguiller par rapport à nous, les connaissances qu'on a pu accumuler avec notre veille et être capable de vous partager, ce qu'on a découvert. Voilà. Fanchon, peut-être qu'il faut que tu coupes ton micro, du coup. Au niveau de l'agence, une brève présentation. Je pense que l'écho doit être mieux, Audrey, du coup. Bonjour Lucie. Au niveau de l'agence, du coup, l'agence Adverti, agence de communication web basée à Troyes. On accompagne nos clients afin de développer leur activité et leur visibilité, grâce au web. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On peut se positionner en fait sur tout ce qui est création et refonte de sites web, tout ce qui va être, gestion de réseaux sociaux, mais aussi gestion de publicité sur les réseaux sociaux, donc de comptes publicitaires, que ce soit sur, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter et cetera. Également tout ce qui va être référencement, que ce soit référencement payant ou référencement naturel. Tout ce qui va être également tout ce qui va être également, marketplace. Donc on accompagne nos e-commerçants afin de développer leur activité, sur les places de marché comme, Fnac, Cdiscount ou encore bien évidemment le plus connu, Amazon. Heu, Également tout ce qui est monde du mail, avec tout ce qui va être mailing, newsletter, marketing automation. Peut-être que ce terme, évoquera, quelques notions à d'autres parmi vous. Et enfin, on se positionne également sur tout ce qui est audit ergonomique et analyse de trafic de site web, en général pour des e-commerçants, afin d'être capable de détecter quels sont les freins, que l'on pourrait lever sur, leur site web, et qui, empêchent par exemple un bon parcours, client, sur leur site. Aujourd'hui, on travaille avec tout type d'entreprise. Vous en avez quelques exemples sur la droite. Je laisse la parole du coup à Fanchon. Je vais à mon tour couper, le micro. Surtout n'hésitez pas, hein, Livestorm, l'outil qu'on utilise aujourd'hui, permet de poser des questions directement, sur le côté, si vous êtes sur PC. Donc n'hésitez pas, nous y répondrons bien évidemment. C'est parti. Bonjour à tous, tout d'abord. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je suis Fanchon. Donc, c'est moi, à l'agence Adverti, qui suis en charge de la création et de la gestion des sites internet. Donc, aujourd'hui, on va parler du SEO et puis particulièrement de WordPress en plusieurs points. Donc, je vous fais un petit sommaire, donc une introduction. On va voir différentes actions que vous pouvez faire sur votre site, donc notamment sur les contenus, donc textuels ou images, les URL et les redirections, les fameuses balises title et métadescription dont vous avez peut-être déjà entendu parler, le sitemap et indexation, et enfin on fera un petit aperçu, un bref aperçu sur les performances de votre site qui sont également importantes pour votre référencement. Alors, on va commencer par une petite introduction. Vous ne le savez peut-être pas, mais actuellement, WordPress propulse près de 43% du web mondial, ce qui est juste énorme. Donc, ça veut dire que voilà, il y a des milliers de sites aujourd'hui qui tournent sous WordPress. Donc, vous êtes très nombreux à utiliser WordPress. C'est pour ça que c'est un sujet qui est intéressant du coup d'aborder aujourd'hui parce que voilà, il y a du monde dessus et c'est également un sujet qui nous tient à cœur puisque c'est notre cœur de métier aussi de vous proposer des sites web et on utilise notamment WordPress pour créer nos sites. Donc on utilise aussi d'autres CMS, mais c'est vrai que la majorité de nos sites sont conçus sous WordPress. Concernant le SEO, ce CMS propose actuellement des milliers de plugins pour le SEO. Donc vraiment, si vous commencez à chercher dans la base de données des plugins qui existent, vous allez vraiment en trouver des milliers. Évidemment, il y en a qui vont un petit peu se différencier d'autres, notamment peut-être Yoast, dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Alors pourquoi Yoast, on en entend parler partout, pourquoi il est utilisé par beaucoup de monde? Parce que en fait, c'est un plugin qui est vraiment multifonction. Il va vous permettre d'aborder toutes les actions possibles que vous pouvez faire pour votre SEO, mais avec un seul plugin. Comme vous le savez peut-être, quand vous montez votre site WordPress, le but, c'est pas d'installer 15 000 plugins parce que du coup, ça va affecter vos performances. Donc, moins vous en avez, mieux c'est. Donc, évidemment, on va plutôt se tourner vers des plugins qui sont multifonctions, comme peut l'être Yoast, par exemple. L'avantage de Yoast aussi, c'est qu'il est plutôt intuitif. Il y a une grosse communauté derrière, donc vous allez aussi retrouver beaucoup d'articles qui vont vous expliquer comment le prendre en main, comment bien optimiser vos paramètres, etc. Donc aujourd'hui, sur les exemples que je vais vous montrer, je vais essentiellement parler de Yoast, que l'on utilise à l'agence en complément d'autres plugins comme SEO Press par exemple.
pour que ça parle au plus grand nombre, parce que je pense que si vous avez actuellement pas de plugin de référencement, je pense que celui que je peux vous conseiller, ça reste Yoast malgré tout. De base, effectivement, WordPress va proposer quand même des petites choses. Donc, si on met Yoast de côté, les plugins de côté, on a des petites choses qui sont préinstallées dans WordPress, notamment le fait d'avoir une balise title qui est plutôt propre, donc en fait qui reprend automatiquement le titre de votre page ou de votre article. Et on a aujourd'hui des URL aussi qui sont propres. Donc là, de même, ça va reprendre en fait, ce qu'il y a dans le titre de votre article ou de votre page. Il y a quelques années, par exemple, les URL sur WordPress n'étaient pas du tout propres, c'était une suite de chiffres ou alors simplement la date de publication de votre contenu. Donc, c'était pas terrible autant pour l'utilisateur que pour le SEO. Alors, premier point, on va aborder du coup les actions que vous pouvez faire sur votre contenu. Donc, j'ai divisé cette partie en deux étapes, donc le texte et puis les images. La première chose, du coup, ça va être concernant vos textes. Il est important que vous puissiez hiérarchiser vos textes avec des titres, des sous-titres et des paragraphes. Non seulement pour vous, pour votre utilisateur quand il va lire votre contenu, mais aussi ça va jouer sur votre référencement. Alors, du coup, une fois que vous avez préparé votre article de blog, par exemple, ou votre page, vous allez du coup définir vos sections et en fait, dans votre éditeur WordPress, vous allez pouvoir appliquer à vos textes ce qu'on appelle des balises HN. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler du H1, du H2, du H3, du P, etc. Donc, en fait, ces balises-là, c'est ce qui va permettre aux robots, lorsqu'ils arrivent sur vos pages, de comprendre qu'est-ce qui est un titre dans votre page, qu'est-ce qui est un sous-titre, qu'est-ce qui est un paragraphe. Et vous allez ainsi pouvoir donner de l'importance, du coup, à certaines parties de votre article. Parce que les robots n'ont pas notre intelligence, hein, évidemment. Donc, c'est obligé, vous êtes obligé en fait de leur expliquer que telle partie de votre site, c'est le sujet de votre article, c'est ce pourquoi vous voulez vous positionner dans les résultats de moteurs de recherche. Donc, en fait, le H1 va correspondre en fait au titre de votre article, donc vraiment une grosse importance. Le H2 va être, par exemple, le titre d'une grande partie de votre article. Le H3 serait un petit sous-titre, et puis le P, le paragraphe. On a aussi du H4, du H5, etc. Mais c'est vrai qu'en général, on n'a pas autant de sous-parties qui existent, donc ils sont un petit peu moins utilisés. Comment ça se passe dans votre éditeur WordPress? Alors, ça dépend si vous utilisez l'éditeur de base qui est installé avec WordPress ou si vous utilisez par exemple des constructeurs de pages comme Elementor ou Bakery Composer, etc. Mais si on prend l'éditeur classique de WordPress, il suffit en fait simplement de venir sélectionner votre texte, donc votre titre, admettons, et puis dans les outils qui sont à votre disposition, vous avez en fait une petite liste déroulante. Par défaut, je crois qu'elle est mise sur paragraphe, et vous pouvez ensuite venir choisir si c'est un titre 1, titre 2, titre 3, etc. Donc c'est comme ça en fait que vous allez appliquer vos balises à vos contenus. Alors attention, ce n'est pas des outils qui sont faits pour le design. On a tous fait cette erreur, je pense au début, moi-même je l'ai faite au départ lors de mes premiers sites, à croire qu'en fait ça servait pour le design parce que du coup, par défaut, quand vous choisissez un H1, ce titre va apparaître beaucoup plus gros que votre H2 ou que votre H3. Donc il ne faut pas oublier, ce n'est pas pour le design, c'est vraiment à la base pour appliquer des balises pour les robots, pour votre référencement. Si vous voulez travailler votre design et que vos titres soient plus gros ou colorés ou mis en gras, soulignés, etc., ça va vraiment être dans la configuration de votre thème ou simplement, effectivement, avec l'éditeur, vous allez vous-même augmenter la taille du texte ou changer les couleurs de votre texte, mettre du gras, etc. Mais voilà, de base, ce n'est pas pour le design, ces balises-là sont bien pour le référencement. Concernant maintenant les images, c'est important aussi de travailler vos images pour le référencement et aussi pour les performances. Donc comme je vous le disais, je reviendrai sur les performances tout à l'heure. Mais question référencement, optimisez vos images, optimisez la taille et le poids de vos images. Donc ce sont les deux premières actions que vous pouvez faire. Optimiser la taille, tout simplement, vous n'allez pas charger dans votre site une image qui fait 5000 pixels de large si en réalité vous avez besoin de l'afficher en 500 pixels. Ça n'a aucun intérêt, ça va être trop lourd et ça prend des ressources pour rien. Le poids de vos images, de base, on a l'habitude de travailler du coup avec des images qui sont au format JPG, donc ça va être pour les photos que vous sortez de vos appareils ou de vos téléphones, ou alors les formats PNG, qui sont souvent des formats utilisés quand vous faites des designs, hein, que ce soit sur Illustrator, Canva, etc. Donc tous vos logiciels de design vont vous sortir du PNG par défaut.
Ces 2 formats-là sont OK sur le web, il y a pas de souci. L'idéal, ce sont quand même de les compresser. Donc vraiment, une fois que vous avez terminé votre design ou que vous avez, sorti votre photo de votre téléphone ou de votre appareil photo, vous allez aller, en fait, les compresser. Donc ça va permettre de réduire le poids et donc l'impact, du coup, au chargement sur votre site internet. Pour ça, je peux vous recommander le site compressjpeg.com. Donc, il va vous servir en 2 clics, hein. Vraiment, vous allez glisser votre photo dans l'outil, vous faites compresser et puis la photo ressort avec une compression. On ne perd pas trop en qualité en général, c'est plutôt bien. Vous avez d'autres logiciels, hein, qui vous permettent de pousser un peu plus la compression et puis le niveau de qualité que vous souhaitez garder. Mais Compress JPEG fait plutôt bien le travail. Quand vous êtes sur le site, paniquez pas, c'est pas juste pour le JPEG, vous avez aussi une version du coup pour le PNG. Et pour ceux que ça intéresse, il y a aussi une version pour les PDF, ce qui peut être pratique parfois quand on veut envoyer des PDF. Ça, donc, c'était pour le format JPEG et PNG qu'on utilise souvent. Le format idéal, en vrai, pour le web, c'est le format WebP. Donc, c'est un format dont vous avez peut-être pas encore trop entendu parler, c'est plutôt technique. C'est un format, du coup, qui n'est pas natif sur nos appareils photo, effectivement. Donc, vous pouvez en fait utiliser des plugins de conversion pour convertir vos photos au format WebP ou alors des applications tierces comme Imagify qui le proposent également. Donc, à savoir que le format WebP, il est vraiment idéal dans le sens où, en général, c'est 30% de moins qu'un JPEG au niveau du poids. Donc, il y a quand même un impact qui est plutôt conséquent. Donc voilà pour l'optimisation de la taille et du poids des images. Ensuite, la deuxième chose sur les images que vous pouvez travailler pour votre référencement, ça va être de bien nommer vos fichiers à l'import de l'image dans votre site et surtout d'utiliser la balise Alt pour décrire vos images. Je vais surtout m'attarder sur la balise Alt puisque c'est vraiment le point le plus important. La balise Alt, elle est utilisée pour plusieurs choses, donc le référencement, mais aussi pour les sites, pour les personnes qui sont malvoyantes. Parce qu'en fait, les navigateurs, si vous voulez, pour les personnes malvoyantes, vont en fait lire votre contenu. Et au moment où il y a une image, bien évidemment, le robot n'est pas capable de décrire l'image. On n'en est encore pas à ce niveau d'intelligence-là. Donc, il va utiliser en fait votre balise Alt pour expliquer grossièrement à la personne ce dont quoi traite la photo. Donc l'idée quand vous mettez votre balise Alt, c'est de venir décrire en quelques mots de quoi traite votre image. Donc voilà, ça va être utilisé à la fois donc, pour les personnes malvoyantes, le navigateur des personnes malvoyantes, et également du coup pour le référencement. Quand les robots vont passer, bon, là ils vont comprendre qu'il y a une image qui traite de tel ou tel sujet. Donc ça va vous permettre aussi de vous aider à vous classer dans les résultats de recherche d'images, de Google Images par exemple. Voilà. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Ça va pour vous? N'hésitez pas à me dire si je vais trop vite ou s'il y a des questions, vous pouvez utiliser l'onglet questions qui est là. Super, merci pour votre retour. Alors, deuxième point, les URL et les redirections, donc point très important aussi pour le référencement. Alors, donc, premièrement, les URL. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les URL de base dans WordPress sont plutôt propres. Donc, ça reprend en gros votre titre d'article, votre titre de page. Comme je vous disais tout à l'heure aussi, il y a quelques années, on avait des suites de chiffres, c'était illisible, enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Aujourd'hui, quand vous installez un nouveau WordPress dans votre hébergement, par défaut, les réglages sont plutôt bien faits et vous êtes de mémoire sur le réglage titre de la publication, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc là, c'est OK. Il y a une chose que vous pouvez faire si, par exemple, vous avez un site avec un blog, c'est d'utiliser la hiérarchisation de vos URL. Donc, en fait, ça va consister à avoir votre nom de domaine, le nom de votre catégorie et ensuite suivi du nom de votre article. Donc, vraiment, une hiérarchie. Voilà. Ça, c'est ce qu'on vous conseille de le faire. C'est le top du top. Donc, ça va pouvoir se régler dans la partie réglage permalien de WordPress. Je vous montrerai juste après, j'ai fait des petites captures d'écran. Au niveau des URL, vous avez la possibilité, quand vous créez une page ou un article, de venir modifier les URL de chaque contenu de façon indépendante. Ça, c'est une partie que vous allez retrouver dans la modification rapide d'un article, ou même quand vous êtes dans la modification, l'éditeur complet de votre article, mais c'est vrai que ça va plus vite par la modification rapide. Et c'est quelque chose du coup qui est appelé slug par WordPress. Donc on ne parle pas d'URL, on ne parle pas de permanent, on parle de slug cette fois. Donc voilà, c'est 3 termes différents pour en fait la même chose. Donc attention, si vous faites des modifications sur un article que vous avez déjà publié, enfin, sur l'URL d'un article que vous avez déjà publié,
simplifier bien ces URL-là. L'objectif, c'est pas que ce soit des URL à rallonge parce que c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. On va éviter les mots de liaison du type de, la, les, etc. Et puis le but, c'est quand même que ça reste compréhensible. En fait, si je vois votre URL, je comprends grossièrement de quoi votre page ou votre article va traiter. Ensuite, les redirections. Donc là, c'est aussi un point qui est très important. Pour les redirections, je peux que vous conseiller le plugin qui s'appelle Redirection, tout simplement, qui est édité par John Godley. Donc c'est le plugin qui est le plus utilisé par la communauté WordPress, celui qui est le mieux noté. En même temps, il est très complet et très intuitif, donc pas de problème pour le prendre en main. Donc voilà, première chose, l'un des premiers plugins à installer sur votre site, ça va être effectivement celui-ci. Donc il va être utile si vous modifiez l'URL, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, d'une page ou de votre article. Il faut bien vérifier que la redirection a été faite dans le plugin. Si ce n'est pas le cas, il faut la créer. Aujourd'hui, avec les dernières versions, effectivement, normalement, quand vous faites la modification de l'URL d'un article ou d'une page, la redirection se fait automatiquement. Ça peut arriver que ça ne se fasse pas si vous êtes sur des versions qui sont anciennes. Donc voilà, bien penser à aller vérifier dans le plugin qu'il y a la redirection qui est faite. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez du coup la créer. On va surtout créer des redirections 301, enfin, c'est ce qu'on va utiliser le plus souvent. Donc la redirection 301, c'est celle qui va dire au robot, bah, attention, là il y a mon ancienne URL, ça c'est ma nouvelle URL et elle est définitive. Donc si tu arrives par un lien externe, peu importe, sur cette ancienne URL, il faut que tu rediriges du coup sur ma nouvelle URL pour bénéficier de mon contenu. Si vous ne faites pas vos redirections, vous allez avoir du coup les fameuses pages 404 et malheureusement, avoir des pages 404, c'est pas très bon pour votre référencement puisque les robots arrivent et en fait, c'est une erreur sur votre page. Il n'y a plus votre contenu. Donc voilà, bien penser à vos redirections. Si vous modifiez du coup vos URL et surtout, c'est impératif en cas de refonte de site web. Souvent, quand on fait une refonte, on va peut-être changer de CMS, changer de logiciel d'éditeur de site. C'est souvent le cas. En général, par exemple, vous passez d'un très vieux site sur mesure à un site qui est fait sous WordPress. Du coup, la hiérarchie des URL, les paramètres vont complètement changer. Donc, c'est impératif de bien faire vos redirections à ce niveau-là. Sinon, vous risquez de perdre votre référencement. Alors, du coup, c'est ce que je vous disais, des petites captures d'écran. Donc ça, c'est la configuration générale des URL dans WordPress. Donc c'est ce que vous allez retrouver dans la partie réglage permalien de votre back-office. Donc vous voyez là, le mieux, c'est de mettre en titre de la publication. Donc ça va simplement en fait reprendre le titre de votre article. Et ce que je vous disais auparavant, par défaut, quand vous installiez en WordPress, je ne sais plus si c'était en simple ou en date et titre, mais ce n'était pas terrible. Donc voilà. Ensuite, je vous ai mis une petite capture d'écran du coup de l'outil de redirection, donc du plugin de redirection. Pardon, je vais trop vite, c'est pas le plugin de redirection. Ça, c'est la modification des URL de pages ou d'articles que j'appelais Slug tout à l'heure. Donc, qui sont facilement accessibles quand vous êtes par exemple dans la liste de votre page, vous survolez la page pour laquelle vous voulez modifier l'URL et vous allez faire modification rapide. Ça va vous ouvrir en fait ce petit encart-là. Et puis dans la partie Slug, vous pouvez du coup mettre votre nouvelle URL. Et vous avez sur la droite, qu'on ne voit pas sur ma capture d'écran, le petit bouton bleu mettre à jour, qui va pouvoir du coup mettre à jour votre URL. Et une fois que ça c'est fait, on pense bien du coup à la redirection. Donc la redirection qui va se gérer cette fois depuis ce plugin-là. Donc c'est le fameux plugin dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui est accessible depuis la partie outils puis redirection de votre back-office. En fait, quand vous arrivez dessus, voilà, donc en fait, on a tout simplement la liste des redirections qui ont déjà été faites. Donc, par exemple, là, on peut voir qu'il y a une redirection de type 301, donc une redirection définitive de votre ancienne page, donc My Old Page, sur la nouvelle page, ma nouvelle page, voilà, tout simplement. Vous avez aussi dans l'outil la partie 404, qui est intéressante et que vous pouvez surveiller peut-être, je ne sais pas, une fois par mois, une fois tous les 2 mois. La partie 404, c'est le journal de toutes les erreurs 404 qui ont été répertoriées sur votre site. Donc, des fois, si vous êtes plusieurs à travailler sur un site, si tout le monde ne pense pas faire des redirections, il peut y avoir un oubli de redirection et donc du coup, votre page va être en 404, donc vous allez pouvoir la retrouver dans cette section-là de l'outil. Donc, ça vous permet d'avoir une petite surveillance. Voilà du coup pour les redirections. Est-ce que ça va pour vous ? Je vois qu'il y a des questions, je crois qu'Emile est en train de répondre. Oui. Très bien. Je regarderai du coup à la fin.
Donc je vais passer aux balises title et meta description. Alors, la balise title et la balise métadescription, c'est simplement en fait ce que l'on voit dans les résultats des moteurs de recherche. Donc, la title est souvent en bleu, si vous utilisez Google, d'ailleurs même Firefox ou les autres, je crois que c'est toujours en bleu. Et puis en dessous, vous avez du coup le petit texte qui est en fait la balise métadescription. Concernant la balise title, ça paraît logique, hein, mais elle doit refléter le sujet de votre contenu. Et par contre, il y a un nombre de caractères maximum qui est de 65. Votre balise title pourrait faire techniquement plus que 65 caractères, mais du coup, les résultats de moteur de recherche s'arrêtent à 65 caractères max. Donc, le but, c'est que vous arriviez à tenir dans cette limite. Si vous reste de la place, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute un petit séparateur et puis ensuite le nom de votre site. Donc, je vous ai fait l'exemple, par exemple, avec l'agence Adverti. On aurait du coup de quoi traite notre page à propos de l'agence, tout simplement. Notre séparateur qui est la petite barre verticale, je ne connais pas le nom exact de cette barre, je ne me souviens pas. Et puis ensuite, le nom de votre site. Donc voilà, le titre, le séparateur, le nom du site. Si vous n'avez pas la place pour faire un séparateur nom du site, vous vous concentrez évidemment sur le titre, puisque c'est le plus important. La balise métadescription, c'est très important aussi, c'est celle qui doit donner envie aux visiteurs de se rendre sur votre site web. Pourquoi j'irais cliquer sur votre lien à vous plutôt que celui de votre concurrent, de la personne qui est classée au-dessus de vous, de celle qui est en dessous, etc. Vous devez donner envie à votre visiteur de cliquer chez vous. Mais attention, c'est pareil, on est limité en nombre de caractères, donc là on est sur 160 caractères. Donc tout comme le titre, vous pourriez techniquement dépasser, mais du coup ce qui est au-delà des 160 caractères n'est pas affiché. Tout comme le titre, ça doit aussi refléter le sujet de votre contenu. Le but, c'est on donne envie, mais on explique aussi de quoi va traiter notre page ou notre article. Donc là, je vous ai mis une petite capture d'écran du plugin de Yoast, donc de la configuration des balises sur une page. Donc quand vous êtes dans votre page ou dans votre article, dans l'éditeur, vous allez en général descendre tout en bas et puis vous allez avoir votre encart Yoast et donc vous allez pouvoir retrouver cette petite partie-là. Donc je n'ai pas tout mis parce que ça aurait fait une capture d'écran très grosse, mais voilà, je vous ai mis l'essentiel. Vous avez du coup l'aperçu de ce que vont donner vos balises. Vous avez du coup l'aperçu qui est disponible sur mobile et puis aussi sur ordinateur. Donc ça vous permet de voir ce que ça rend sur les deux supports. Donc ça peut être intéressant. Et ensuite, du coup, vous avez donc les champs à remplir. Donc le champ méta-titre qu'on voyait tout à l'heure et puis le champ méta-description. Vous pouvez aussi gérer votre URL ici avec le champ permalien. Enfin, le champ slug, pardon. Du coup, je l'appelle permalien. Voilà, vous avez sur Yoast, c'est intéressant, vous avez cette petite barre qui se remplit au fur et à mesure du nombre de caractères que vous tapez, donc vous savez que vous êtes plutôt bien ou pas selon la couleur. Sur le champ métatitre et métadescription, vous pouvez utiliser les variables. Donc ce qu'ils appellent des variables vont vous permettre en fait de gagner du temps. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça simplement, c'est pas facile à expliquer. Ce sont en fait des champs dynamiques. En gros, vous allez installer votre plugin Yoast et vous allez aller lui indiquer mon titre de site, c'est dans notre cas Agence Adverti. Mon séparateur, je voudrais que ce soit un tiret ou alors effectivement la barre verticale, peu importe ce que vous voulez. Et une fois que ça s'est configuré de ce côté-là, quand vous allez aller faire du coup les balises titre et métadescription de chaque article, vous allez pouvoir venir ici cliquer sur Insert variable et donc du coup lui indiquer ici tu me mets le titre, ici tu me mets mon séparateur, etc. Ça va en fait vous afficher un genre de bout de code. Donc plutôt que de voir la barre verticale suivie d'agence Adverti, on aurait de mémoire, je crois que ce sont des pourcentages, la barre verticale pourcentage. Ensuite, vous auriez un pourcentage, site title pourcentage. Donc ça s'affiche en code pour vous, mais rassurez-vous, c'est pas le cas pour les visiteurs. Une fois que vous avez validé, en fait, du coup, Yoast, selon votre variable, va aller chercher ce que vous avez paramétré du coup dans les paramètres généraux du plugin. L'intérêt d'utiliser les variables, c'est que déjà, c'est au clic, vous insérez chaque partie de vos balises au clic, donc c'est plus rapide, vous évitez les fautes de frappe, etc., vous gagnez du temps. Et surtout, si un jour vous voulez changer par exemple de séparateur, vous n'avez plus envie que ce soit une barre verticale, vous voulez mettre un tiret parce que vous trouvez ça plus joli, ou vous avez besoin de compléter le titre de votre site, vous allez simplement avoir à retourner dans vos réglages généraux de Yoast. Et en fait, vous faites votre modification ici et votre modification va s'appliquer à toutes vos balises titres et métadescription. Donc c'est un petit gain de temps. Voilà, ça évite les fautes de frappe et puis ça permet de gagner du temps.
Pour aller plus loin, on peut aussi s'intéresser du coup à ce qu'on appelle les open graph. Donc en fait, ce sont les aperçus des liens de vos pages sur les réseaux sociaux, donc que ce soit sur Facebook ou Twitter. Donc ces 2 blocs-là sont disponibles dans Yoast aussi. Donc là, c'est pareil, vous allez pouvoir attribuer une image, une balise titre et puis une balise description. Donc on ne voit pas sur la capture d'écran, mais elle est bien en dessous. De la même manière, vous pouvez utiliser des variables. Donc c'est important aussi, si effectivement vous partagez vos articles sur les réseaux sociaux, de travailler ces aperçus-là, parce que parfois, c'est pas toujours très beau ce qui sort de base par Facebook et Twitter. Quand vous travaillez ces parties-là, vous pouvez aussi utiliser le debugger d'Open Graph Facebook, qui est un très bon outil, indispensable quand vous travaillez ces balises titres et métadescriptions pour les réseaux sociaux. En fait, c'est ce qui va vous permettre de voir vraiment à quoi va ressembler votre lien une fois que vous le partagez sur Facebook, et surtout de forcer Facebook à venir récupérer ce que vous avez mis dans les paramètres de Yoast. Parce que parfois, du coup, Facebook fait à sa sauce, et puis c'est pas vraiment comme vous le souhaitez. Donc vous allez aller dans Yoast, configurer votre balise, et ensuite vous allez du coup dans le debugger de Facebook pour lui dire va me récupérer mes nouvelles balises, va récupérer ce que j'ai fait, ma nouvelle image, mon nouveau titre, etc. Donc ça, pensez-y, voilà, vous pouvez le mettre dans vos favoris, c'est toujours utile. Est-ce que ça va aussi pour cette partie-là? Je regarde un petit peu. Ok, bon, Emeline répond à toutes les questions, c'est très bien. Donc je vais passer du coup au sitemap et puis à l'indexation. Donc le sitemap, pour ceux qui ne savent pas, le sitemap, en fait, c'est le plan de votre site. En gros, c'est un fichier souvent au format XML qui est généré par Yoast. Je crois que WordPress le fait aussi naturellement, mais c'est vrai que comme j'utilise toujours les plugins, j'ai tendance à aller le chercher dans les plugins. Donc c'est un fichier en fait dans lequel on va retrouver tous les liens qui existent sur votre site, et puis avec en fait la hiérarchie, donc votre page parente, votre page enfant, votre catégorie d'article, votre article, etc. Donc ça vous fait un fichier, c'est très basique, hein, il n'y a pas du tout de design ou quoi. Le but en fait c'est de l'envoyer au robot pour que votre indexation soit complète et puis plus rapide. Donc ce fichier-là peut être géré depuis Yoast ou d'autres plugins de référencement, il n'y a pas de souci. Et quand vous configurez du coup votre fichier, vous avez la possibilité de dire je ne veux pas afficher, par exemple, je ne sais pas, vous avez un site où vous avez à la fois des articles de blog, à la fois des produits, ce qu'on appelle aussi des portfolios. Vous n'avez pas envie que les portfolios soient référencés, vous allez pouvoir masquer en fait les portfolios de votre sitemap. Donc voilà, vous pouvez penser aussi à cette configuration-là. S'il y a des contenus que vous trouvez inintéressants et ce n'est pas ce sur quoi vous voulez vraiment être indexé, référencé, vous pouvez en fait aller les masquer de votre sitemap. Une fois que vous avez généré du coup votre sitemap, donc le plan de votre site, vous pouvez aller le soumettre dans ce qu'on appelle la Search Console de Google. Donc c'est un outil qui est mis gratuitement à votre disposition. Donc vous installez en fait votre Search Console, vous lui indiquez l'URL de votre site web, et vous avez en fait dans cet outil-là une partie sitemap. Et en fait vous allez pouvoir du coup lui dire tiens, tu peux aller chercher mon sitemap sur telle adresse, et ça va permettre en fait au robot d'être au courant qu'il y a je ne sais pas, 10 pages dans votre site, et que ces 10 pages-là sont à visiter, et donc vous pourrez peut-être au lancement de votre site gagner un petit peu de temps sur l'indexation de toutes vos pages. Très important, ça, je pense, effectivement. Concernant l'indexation générale de WordPress, donc c'est l'une des premières choses que vous devez régler quand vous construisez votre site. À mettre en pause, évidemment, n'autorisez pas l'indexation de votre site si votre site est en développement, et encore plus si vous êtes sur une URL temporaire, si ce n'est pas votre nom de domaine final. Si vous avez une URL de test, n'ouvrez pas l'indexation, parce que du coup, c'est votre URL de test qui va se faire indexer par les robots, donc ce serait un petit peu embêtant. Donc pensez bien à aller régler cette partie-là. Donc ça va se faire dans Réglages lecture dans votre back-office. Je vous montrerai juste après, j'ai fait une capture d'écran. Et vous pouvez également régler l'indexation par type de contenu. Donc ça va se faire dans les réglages de Yoast, par exemple. Donc je vais vous montrer une capture d'écran juste après. Et enfin, le troisième type d'indexation, ça va être l'indexation individuelle. Donc là, vraiment, vous prenez vos articles au cas par cas. Donc on a l'indexation générale de votre site, l'indexation un peu plus par type de contenu, donc c'est général, mais en même temps c'est individuel. Donc voilà, je veux pas mes articles, je veux que mes portfolios, etc. Et puis l'indexation vraiment individuelle au cas par cas.
tel article je le veux, tel article je ne le veux pas, etc. Donc je vous montre ça avec les captures d'écran. Donc l'indexation générale, donc c'est dans Réglages lecture de votre back-office, et vous avez en fait tout en bas de la page une partie visibilité par les moteurs de recherche, et donc vous avez cette petite case que vous pouvez cocher ou décocher. Si vous masquez votre site le temps que vous le développez, que vous le construisiez, n'oubliez pas au moment de le lancer de décocher la case, parce que sinon vous allez attendre plusieurs semaines avant d'apparaître dans les résultats. Donc l'indexation par type de publication, donc là j'ai repris toujours l'exemple avec Yoast. Donc là c'est dans les réglages du module en lui-même, donc vous avez un onglet type de publication, et vous pouvez en fait venir dire, bah tiens, je veux afficher mes articles dans les résultats de recherche, ou j'ai pas envie tout simplement, et vous pouvez également, tout comme chaque article de manière individuelle, régler du coup l'affichage des balises titres et puis des balises métadescription. Donc on ne les voit pas sur la capture d'écran, mais c'est tout comme tout à l'heure, vous avez aussi les métadescriptions. Donc voilà, vous pouvez en fait avoir un réglage en gros par défaut pour tous vos articles, pour tous vos portfolios, pour tous les produits de votre site ou pour tout autre type de contenu que vous pourriez avoir sur votre site. Je n'ai pas fait de capture d'écran pour le réglage individuel, mais en gros, vous allez dans votre page ou dans votre article, vous redescendez du coup sur la partie Yoast et vous avez là la possibilité de dire bah, oui ou non, je veux que ce contenu soit indexable ou pas. Voilà. Donc, dernier point qui est plutôt important aussi pour votre site, ce sont les performances. Donc, on a tendance à peut-être un peu les mettre de côté pour le référencement. On se dit qu'on va tout miser sur le contenu, les mots-clés, les balises titres, etc. Les performances sont très importantes à la fois pour l'utilisateur, puisque c'est quand même plus agréable de naviguer sur un site qui charge bien, mais à la fois du coup pour les moteurs de recherche, puisque si en fait Google se rend compte qu'à chaque fois qu'on va sur votre site, on part parce que le site est trop long ou on reste pas, le site n'est pas rapide, c'est pas optimisé, et du coup Google va automatiquement vous déclasser. Il va préférer montrer un site qui marche bien, qui est rapide à ses utilisateurs. Donc la première chose avec WordPress, c'est de bien choisir votre thème. Il existe des milliers de thèmes WordPress, donc c'est pas toujours facile de s'y retrouver. La petite astuce, quand vous cherchez un thème, ça va peut-être être de choisir des thèmes qui sont, vous voyez qu'il y a eu beaucoup d'achats, qui sont bien notés, il y a beaucoup d'avis. Là, vous savez qu'en général, ce sont des bons thèmes. Malgré tout, essayez quand même de tester les démos du thème et de voir un petit peu ce que ça donne en temps de chargement. Et notamment, si vous pouvez, alors c'est pas toujours évident, mais regardez si la personnalisation du thème est accessible, parce que parfois on a des thèmes qui sont très bons sur le temps de chargement, mais par exemple vous n'allez pas du tout pouvoir modifier les balises titres. Donc vous allez en fait vous retrouver avec un super beau titre voilà, qui devrait faire office de H1, donc de titre de page, et en fait ce n'est pas du tout du H1, ça va être du H5. C'est déjà arrivé, nous qu'on tombe sur ce genre de thème, donc c'est assez problématique parce que si vous ne pouvez pas faire les modifications vraiment dans votre back-office et puis dans le thème, vous êtes obligé en fait d'aller dans le code de votre site et là de mettre les mains dans le cambouis comme on dit et de faire les modifications là, donc ça peut être très compliqué. Donc voilà. Normalement, enfin depuis quelques années, voilà, le SEO est un point important que les développeurs prennent en compte. Et donc aujourd'hui, quand vous achetez un thème en général, ça se passe plutôt bien, mais méfiez-vous quand même. Voilà, pensez toujours à vérifier ces deux petites choses. Est-ce que les performances de chargement sont bonnes? Et puis, est-ce que vous avez bien la possibilité de modifier les balises de vos contenus? Une fois que vous avez construit votre site, vos pages, etc., vous pouvez utiliser différents outils du coup, pour tester vos performances. Donc, nous, à l'agence, on utilise beaucoup Google Page Speed Insight ou Lighthouse, et puis aussi Pingdom Tool. On a aussi GTmetrix. Il y a beaucoup d'outils qui existent, mais voilà, en tout cas, ce sont mes trois préférés que j'utilise assez souvent. Donc, en général, en fait, ça va vous donner un petit audit des performances de votre site. Donc, vous allez avoir un score. Donc, c'est aussi très satisfaisant de voir qu'on arrive à améliorer son score. Et puis sous votre score, donc vous avez les points que vous avez bien suivis, enfin les points sur lesquels vous êtes bon, et puis évidemment les points sur lesquels vous êtes moins bon, que vous allez pouvoir améliorer. Donc souvent, on va retrouver des problèmes de fichiers JavaScript, CSS, mais aussi parfois des images. On a oublié d'optimiser une image qui est très lourde, donc il va mettre un temps fou à charger sur votre site. Donc voilà.
ne pas hésiter à faire, des tests et puis, comme je le disais, c'est bien de se faire les tests, faire ces modifications et puis de refaire un test, voir si, ben, voilà, on a pu corriger les points qui sont problématiques et on voit au fur et à mesure, du coup, les performances de son site, s'améliorer. Donc voilà, les performances, point très important pour le référencement aujourd'hui et pour vos utilisateurs évidemment. Les points que vous pouvez améliorer. Alors je ne vais pas tous vous les faire parce qu'il y en a beaucoup, mais je vous ai pris les choses qui sont basiques. Optimiser son contenu. Donc on a vu tout à l'heure pour les images, pas charger des images qui sont trop grandes, mais plutôt des images qui sont simplement dans vos besoins. Charger des images qui sont compressées, en tout cas dont le poids est optimisé pour Internet. Concernant les vidéos, c'est important que vous hébergiez vos vidéos à l'externe de votre site. Parce que du coup, si c'est hébergé dans votre WordPress, du coup, il va devoir aller chercher cette vidéo et vos performances seront impactées. Donc l'idéal pour vos vidéos, ça va être de les héberger simplement sur des plateformes qui sont dédiées à ça. Ben, comme tout le monde connaît YouTube, Dailymotion, Vimeo, vous pouvez en fait aller héberger vos vidéos sur ces plateformes-là. Si vous ne voulez pas que les vidéos soient recherchables, soient indexées dans YouTube par exemple, vous avez en fait la possibilité de mettre vos vidéos en non répertorié et simplement de pouvoir les intégrer à votre site ensuite. Donc en fait, la vidéo est lisible depuis votre site, mais elle n'est pas recherchable depuis YouTube. Autre point qui est assez important et qu'on peut avoir tendance à oublier, c'est de bien faire vos mises à jour, que ce soit les mises à jour de vos plugins, mais aussi du cœur de WordPress. Pourquoi? Parce que bon, ben, forcément, il y a des améliorations sur les fonctionnalités. Il y a aussi des améliorations sur les failles de sécurité, donc ça c'est très important aussi pour éviter le piratage. Mais il y a aussi des améliorations qui sont faites par les développeurs sur les performances. Donc, qui sont, voilà, comme je vous disais, ça fait 2-3 ans que maintenant le référencement, les performances, tout ça, c'est vraiment ancré dans le développement des thèmes WordPress et des plugins, pardon. Donc voilà, c'est aussi des choses qui sont à mettre à jour parce elles sont aussi suivies. Le chargement différé du contenu, donc vous en avez peut-être déjà entendu parler, notamment sur le lazy load des images. Alors le lazy load des images, qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'en fait vos images chargent au fur et à mesure de votre scroll. Vous arrivez sur un site, plutôt que toutes les images soient chargées d'un coup, elles vont se charger au fur et à mesure de vos besoins. Donc vous allez descendre et puis parfois on peut le voir, hein, on voit l'image qui apparaît au fur et à mesure de notre scroll sur la page. Donc ça c'est intéressant parce que ça va permettre de charger plus rapidement en fait votre page. Voilà. Voilà pour les îlots des images. Vous avez aussi le chargement différé des contenus de type fichier JavaScript et CSS. Donc là, on rentre dans des parties un petit peu plus techniques. Par contre, ça, c'est des choses qui sont à faire, on va dire, avec prudence parce qu'en fait, ça peut casser l'affichage de votre site, hein. Donc le CSS, c'est ce qui fait le design de votre site et puis le JavaScript, ça va être tout ce qui est dynamique, tout ce qui est fonctionnalité. Donc voilà, quand vous faites des tests, ne faites pas les 2 en même temps. Commencez par exemple par le JavaScript. Vous voyez si le fait d'activer les options de différer ont des conséquences négatives ou pas sur votre site et puis vous faites au fur et à mesure. Voilà. 2 choses à prendre avec prudence, le JavaScript et le CSS. Pour faire ces petites optimisations-là, vous pouvez utiliser des plugins de cache et d'optimisation. Nous, à l'agence, on travaille avec WP Rocket. Alors, c'est un plugin qui est payant, mais qui effectivement est multifonction et très intuitif à prendre en main aussi, et qui permet, si besoin, d'aller vraiment plus loin. Donc, notamment, on a le lazy load sur les images, on a le chargement différé de ces fameux fichiers JavaScript, CSS. On a aussi la possibilité de minimifier le code. Donc, en fait, ça consiste à enlever tout ce qui est espace, souligne, etc. Donc, ça va permettre de réduire la taille des fichiers et donc d'augmenter le temps de chargement. Il y a d'autres options sur la base de données, les révisions, etc. Donc WP Rocket, voilà, qui est un très bon plugin. Après, on a aussi d'autres plugins hein, qui sont gratuits, W3, Total Cache, etc. Et puis, vous pouvez aussi pour les images, là par exemple, Imagify, donc, qui est une application tierce, qui ne fait que ça, qui ne fait que de la compression, de l'optimisation d'images pour les sites. Donc là, je crois aussi Imagify que c'est payant. On n'a encore pas utilisé à l'agence, mais voilà, je connais un peu de nom. Que vous pouvez utiliser. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers ce genre de plugin. Attention, c'est comme au tout début de ce webinaire, je vous expliquais, l'objectif, c'est pas d'installer 15 000 plugins. L'objectif, c'est plutôt de partir vers un seul plugin, mais sur lequel vous allez avoir différentes options, différentes fonctions pour éviter de surcharger votre site avec trop de plugins.
Donc c'est pour ça qu'effectivement WP Rocket, pardon, est plutôt bien, plutôt intéressant parce qu'il y a beaucoup de fonctions et ça reste un seul plugin en plus sur votre site. Le dernier point pour optimiser les performances, ça va être ce qu'on appelle les CDN. Le CDN, ça va surtout être utile pour les sites qui sont visités, pour l'internationalisation. Si vous avez beaucoup de visiteurs qui proviennent de l'étranger, si vous avez une partie anglaise sur votre site ou espagnole, peu importe, voilà, c'est un point sur lequel vous pouvez vous pencher. En fait, le CDN, pour vous expliquer, va créer en fait une copie de votre site, mais sur des serveurs qui sont au plus proche de l'utilisateur. Donc vous êtes en France, vous avez installé votre site, je ne sais pas, sur OVH, vous êtes sur un serveur français d'OVH, donc typiquement Strasbourg, donc vous avez certainement entendu parler il n'y a pas très longtemps pour de mauvaises nouvelles malheureusement, mais en fait du coup, votre site étant hébergé à Strasbourg, si vous êtes en France, il n'y a pas de problème, le chargement va se faire rapidement. Par contre, la personne qui est aux États-Unis, le site va mettre un peu plus de temps à charger parce que du coup, le serveur est en France et lui, il est aux États-Unis. Enfin, la personne est aux États-Unis. L'intérêt du CDN, c'est que du coup, il va y avoir une copie de votre site qui va être faite sur un serveur aux États-Unis. Et donc, ça va permettre à cette personne qui est aux États-Unis d'avoir accès à votre site plus rapidement. Donc voilà, par contre, c'est un coût payant. Je n'ai pas de tarif en tête, ça dépend vraiment de chaque hébergeur. Mais du coup, pensez-y si vous avez un site qui a une cible plutôt internationale. Voilà pour les performances. Je crois que j'ai fait plus ou moins le tour. Alors, comme je vous disais, il y a beaucoup d'autres choses, mais en tout cas, les bases pour les performances sont là. En conclusion, pour optimiser du coup le référencement de votre site, deux choses à retenir, le contenu, mais aussi la technique. Donc, on vient de voir avec le côté performance. La majorité de tous ces conseils s'appliquent pour tous les sites, que vous ayez un WordPress, un PrestaShop, un Magento, un Wix, ou je ne sais même plus ce qui existe, un Weebly, peu importe. Dans tous les cas, pensez bien à optimiser votre contenu et puis, si possible, à optimiser l'aspect technique. Je sais bien que sur Weebly ou sur Wix, on n'a pas la main sur ces choses-là, mais par exemple, si vous êtes sur un PrestaShop, bon, bah là, vous allez aussi pouvoir travailler dessus. Voilà, ça s'applique pour tout le monde. L'intérêt de ce webinaire, c'était de se concentrer un petit peu peut-être sur plutôt les réglages de Yoast, puisque je pense que c'est le plugin SEO en tout cas qui est le plus utilisé, et puis sur les réglages généraux de WordPress. Un point que vous pouvez aussi rechercher, non pas rechercher, je ne trouve plus mon mot, mais un point que vous pouvez utiliser, c'est le blog. Voilà, donc le blog, ça peut être intéressant aussi pour optimiser votre référencement. Alors attention, on ne fait pas un blog pour faire un blog et pour dire j'ai un blog, mon référencement va sauter au plafond, ça va être génial, je vais remonter dans les résultats. Non, il faut que vous ayez du contenu, il faut aussi que vous ayez du temps parce que faire un blog, ça se fait pas, un article de blog, ça ne s'écrit pas en 5 minutes. Il faut que votre contenu soit à valeur ajoutée, qu'il vienne vraiment apporter quelque chose à votre site. Et puis, le blog va montrer en fait au moteur de recherche que vous publiez régulièrement. Le but, c'est pas de publier une fois par an, hein, bien entendu, peut-être une fois par mois, une fois tous les 2 mois, mais voilà, soyez actifs, avoir du contenu à valeur ajoutée. Ça va vous permettre en fait d'augmenter un petit peu votre visibilité puisque ça va attirer un peu plus de trafic sur votre site et puis ça va vous aider aussi à vous faire remonter sur des mots-clés qui vous intéressent tout simplement. WordPress a une communauté qui est gigantesque. Profitez-en. N'hésitez pas à consulter. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tutos, de sites, de vidéos, de chaînes YouTube qui peuvent vous expliquer comment bien utiliser les plugins, comment bien utiliser WordPress, comment rédiger vos contenus pour WordPress. C'est vraiment, la communauté est vraiment, clairement, c'est génial. C'est clairement génial, mais notamment sur Yoast, hein, je sais qu'il y a vraiment beaucoup de sites qui vous apprennent à prendre en main l'outil parce que quand vous arrivez, vous installez Yoast, ça peut paraître un petit peu, voilà, ça peut faire un peu peur parce qu'il y a beaucoup de réglages, il y a beaucoup de choses. Vous avez beaucoup d'articles qui vous expliquent étape après étape comment vous allez paramétrer le plugin. C'est pareil pour l'autre plugin de référencement qui est plutôt utilisé, qui s'appelle SEO Press. C'est pareil pour WP Rocket. Bref, n'hésitez pas à chercher, à utiliser les tutos, les vidéos YouTube. Il y a beaucoup d'articles, notamment vous pouvez aussi consulter WP Marmite, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'est un excellent site pour apprendre WordPress tout simplement et puis apprendre du coup tout ce qui tourne autour de l'environnement WordPress. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas s'il y avait des questions auxquelles Lynn n'a pas pu répondre.
Alors Fanchon, du coup, si on a une question, qui a été posée dans le chat et non pas dans la partie questions. En fait, c'est la différence, enfin et entre Divi et Elementor et la raison aussi pour laquelle, du coup, à l'agence, tu as choisi pour nous, du coup, de passer principalement sur Elementor. Je remets ton micro un petit peu. Pardon, je t'ai devancé. Du coup, pourquoi Elementor et pas Divi? Alors simplement, on n'a encore pas effectivement pris le temps de bien pousser Divi sur nos tests. Donc j'ai choisi Elementor parce que voilà, sur Elementor, on a pu se concentrer sur ce constructeur de page là. Divi est très intéressant. C'est un thème. Vous allez pouvoir tout faire avec Divi. Enfin, voilà. C'est à la fois un thème et un constructeur de page. Donc vraiment, vous êtes illimité. Maintenant, c'est vrai que du coup, c'est un thème qui va peut-être être un petit peu plus lourd que certains autres thèmes. Nous, effectivement, à l'agence, on travaille sur un certain thème depuis plusieurs années qui nous convient très bien et on sait qu'il y a une bonne équipe de développeurs derrière et que les performances sont bonnes. Et couplé à Elementor, on arrive à tout faire aujourd'hui. Donc c'est plus une question d'habitude, effectivement, que autre chose, puisque Divi effectivement est un thème constructeur qui est très qualitatif, hein, comme le disait Eden. Enfin, voilà, c'est exactement pareil. Il y a une équipe derrière qui suit ce thème-là. Les développeurs sont là, il y a un bon support, ça évolue constamment. Donc voilà, il y a pas, je pense que c'est vraiment une question d'habitude et simplement de goût. Donc nous, pour l'instant, on est resté sur Elementor. Peut-être qu'un jour, on changera pour Divi. Pour l'instant, on n'en ressent pas le besoin sur nos développements, mais peut-être que ça arrivera. Voilà. Est-ce que vous aviez peut-être d'autres questions ou des choses qui n'étaient pas forcément claires? Je vois qu'Eden est en train d'écrire. Pas de souci, pas de souci. En tout cas, merci à tous. J'espère que c'était assez complet et puis qu'on a répondu à certaines de vos interrogations. En tout cas, n'hésitez pas à retrouver, tous nos supports sur notre site web. Tous les supports que vous avez là, sont consultables, en fait, directement dans la partie ressources, de notre site, donc sur agence-adverti.fr. Vous avez, tout un historique. Je pense que ce coup-ci, on doit approcher de plus de 20 supports, disponibles sur, tout plein de thématiques, relatifs, au web marketing. Donc n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation, vos questions. Si jamais vous souhaitez, poursuivre les discussions ou autres, n'hésitez pas, à nous contacter. Et puis, ben, sinon, on vous souhaite un très bon, une très bonne journée, un très bon jeudi. Bonne journée.